je reçois mon communiqué de presse. S'il est certifié avec WithTrust Protect, je vais pouvoir vérifier qu'il vient bien de Vinci ou de Tesla ou de peu importe qui est l'utilisateur. Et donc comment on fait ça ? Notre client, il prend son contenu, son PDF, sa vidéo, sa photo, il la met dans notre outil et on prend les métadonnées du fichier, on les hache, on les dépose dans une blockchain et la personne qui reçoit, il reçoit un fichier qui a des métadatas. Et ben il va comparer l'empreinte digitale de ce qu'il a reçu avec l'empreinte digitale que nous avons certifiée. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Raphaël Labbé, le cofondateur de WithTrust. Et on va parler aujourd'hui donc de confiance, de désinformation, de certification de contenu, dans le rôle des médias évidemment dans tout ça. C'est des sujets qui m'intéressent, qu'on traite dans Mediarama. J'ai eu l'occasion récemment de recevoir Benjamin Sabat qui gère la GTI chez RSS sur la certification des médias. Donc là, on va aller un cran en dessous sur la certification des contenus. Et je trouvais intéressant de te faire venir. Voilà, WithTrust n'est pas exactement dans les médias, mais toi, tu es un homme de médias et il y a plein de sujets qui sont connexes, donc qui vont pouvoir un peu nous éclairer sur ces enjeux. Je vous ai donné un peu les grands thèmes aujourd'hui, mais j'ai quand même préparé une petite introduction qui permet un peu de d'éclaircir. Peut-on encore faire confiance à ce qu'on lit, on voit et on entend ? Je crois que l'actualité montre que c'est très très compliqué et qu'il faut vraiment prendre beaucoup de pincettes, parfois trop même. Mais dans un monde saturé de contenu où les communiqués de presse circulent aussi vite que les fake news, la question de l'authenticité de l'information devient cruciale. Alors je le disais, tu es un homme de médias, tu es un entrepreneur aguerri. Je crois que WithTrust n'est absolument pas ta première aventure entrepreneuriale. T'es passionné d'innovation, donc je parlais de WithTrust, donc qui est une plateforme qui permet de certifier les contenus à la source, notamment les communiqués de presse, mais au-delà de la techno. C'est une réflexion de fond que j'aimerais qu'on ait aujourd'hui. Comment rétablir la confiance dans l'information ? Je le disais, entrepreneur, passionné par l'innovation et les médias. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours et puis ça va nous emmener évidemment à la question, ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet, la question de la confiance dans l'information. Oui, donc merci de me recevoir. Déjà, je t'en prie, c'est un vrai plaisir. C'est un sujet qui me passionne, comme tu le disais. Donc toute opportunité de rendre accessible et d'expliquer la technologie, pour moi, c'est aussi important que de la construire. Ouais. Donc, je suis ravi d'être là. J'ai monté plusieurs sociétés. J'ai travaillé pour les médias et même fait des métiers avant ça dans la finance, mais toujours dans l'univers médiatique. C'est ton dada. C'est mon dada. T'es jamais très loin. En fait, je pense que c'est vraiment quelque chose dont on peut être accro. Ouais. Être dans l'actu, suivre ce qui se passe. Il y a vraiment un plaisir... autant qu'un chef peut aimer cuisiner et manger, c'est un peu la même chose, je pense, pour les journalistes et les gens qui évoluent là-dedans. Ouais. Et donc, WithTrust, c'est évidemment, et c'est ça dont on va parler, une technologie pour la certification de contenu, mais c'est aussi un logiciel métier pour les RP. Donc, on va parler de DIRCOM et en fait, finalement, de l'autre côté, les gens qui amènent l'information aux journalistes. Et c'est ce pont sur lequel je travaille, cette passerelle entre ces deux univers. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, WithTrust, l'idée au départ qui te dit, tiens, il y a un vrai sujet là-dessus, allons-y. Alors, je faisais l'intro parce que l'idée de base de WithTrust, et à l'époque, on s'appelait WithTopic, c'était de construire un logiciel métier pour les directions de la com. On est en 2014, toutes les directions métiers ont des logiciels métiers, les vendeurs ont des CRM, les marketeurs ont des... Voilà. Et le DIRCOM n'avait rien. Il travaillait avec... À l'ancienne, avec des Word et des PDF. Un peu la version journaliste que j'avais connue en arrivant à l'Express, où il y avait encore deux mondes. Ouais. Ceux qui tapaient sur l'ordinateur et qui n'avaient jamais un stylo posé sur le bureau, et ceux qui écrivaient encore leur tribune et qui après passaient au digital. Donc on crée ce logiciel, on travaille avec des directions de la communication. C'est
du logiciel métier, donc c'est hyper important, mais pas passionnant. Ouais, dit comme ça, évidemment. Voilà. Il n'y avait pas du tout de sujet de certification. Non, absolument pas. Mais donc, nos clients sont des grands groupes qui diffusent de l'information à des journalistes. Qui ont besoin de centraliser. C'est voilà, une sorte de CMS pour les dire. C'est CMS, CRM et Newsroom. Ouais. Mais pas Newsroom média, Newsroom pour les DIRCOM. Donc, c'est en gros l'espace presse du site corporate de nos clients comme Schneider, L'Oréal. Et on est en 2017 et il y a Donc, je raconte cette anecdote parce que c'est effectivement l'initiation du projet de WizTrust Protect qui est la partie certification. Il y a un faux communiqué de presse qui arrive dans les desks des rédactions et des agences médias. Ouais, qui sont aussi un relais, évidemment. Qui est hyper important. Ouais. Une dépêche AFP, c'est partout. Les journalistes peuvent traiter des choses qui ne sont pas dans les dépêches AFP, mais en général, un sujet qui a fait l'AFP ou Reuters, il est suffisamment massif pour être pris. Donc, ce communiqué de presse arrive à j'ai plus les horaires exacts, ça fait un moment, mais milieu d'après-midi, 3 heures, et il dit « Le groupe a commis des erreurs dans ses comptes au cours des 3 dernières années et on va rectifier nos bénéfices et notre chiffre d'affaires. » Et si tu veux, quand les marchés sont ouverts, cette information-là, elle oblige à réévaluer complètement la valeur du titre, de l'action. Et donc, Reuters reprend cette information. Ça fait bouger les marchés. Les médias, voyant la dépêche Reuters, reprennent l'information. Le titre plonge de 20%. Donc, qui doit représenter quelques milliards de market capitalisation. Ouais. Et une quarantaine de minutes après, un nouveau communiqué de presse arrive et dit non, ça n'est absolument pas vrai. Ce que vous avez reçu est faux. Le premier et le second communiqué de presse ont été fabriqués par des gens dans le seul but de manipuler le cours de bourse. Y compris le second ? Y compris le second. Donc en fait, ils ont switché on et switché off pour avoir une fenêtre dans laquelle ils pouvaient faire du trading. Oui, parce qu'en fait, dès qu'il y avait le deuxième, le cours est remonté limite. Exactement. Normalement. Alors, on va pas... d'abord parce que cette histoire est extrêmement documentée en ligne. Et il y a eu même un procès de l'AMF. Donc, si vous voulez creuser, c'est assez passionnant. Je pourrais poser plein de questions. Ouais. C'est pas le sujet de l'épisode, mais c'est juste assez. Il y a un vrai côté. Il y a un vrai côté polar. C'est vraiment une histoire. C'est des braqueurs. Les mecs ont été arrêtés, pardon. On n'a trouvé personne. Ils ont pas. L'AMF n'a pas réussi à les identifier. Donc, ce qui est probable. Il y a dû y avoir des ventes, pardon, quand même. Alors. Difficile de trader le titre parce que là, tu as une fenêtre, un volume et tu pourrais identifier chaque transaction. Et d'ailleurs, l'AMF qui a fait son enquête, ils ont probablement pointé chaque transaction pour essayer de voir d'où ça vient. Ce qui se passe, c'est que le Vinci dans le CAC 40 représente un petit morceau du CAC 40. Quand tu fais bouger beaucoup une entreprise qui représente un petit bout du CAC 40, tu fais bouger tout le CAC 40. Si tu sais exactement quand va avoir lieu ta fenêtre, tu peux acheter des produits dérivés du CAC 40. Ouais. Et alors là, ça devient c'est l'océan. Oui, voilà. C'est un des paquets. Et donc, ils sont rentrés-sortis. Probablement, on estime, fait entre 10 et 50 millions d'euros de bénéfices. Ah, c'est joli. Et pour faire ça, ils ont fait un faux site internet. Ok, quand même un site internet. Ce qui hébergeait un faux PDF qui a été envoyé aux rédactions avec un faux numéro de téléphone, un burner phone. Et d'ailleurs, plusieurs agences ont appelé. Et on leur a dit, oui, c'est bien vrai. Certaines agences, et alors je vais pas, le but n'est pas de pointer des doigts, mais certaines agences avaient le numéro aussi du DIRCOM dans leur téléphone. Et eux, ils n'ont pas appelé le numéro du CP faux, mais le vrai. Et là, on leur a dit, non, mais je ne comprends pas, c'est pas nous. Voilà. Donc, mais une fois que l'information est dehors... c'est une bombe. C'est fini et tout s'emballe. Donc, moi, je vends un logiciel à l'époque dont le but est d'aider mes clients, des grandes entreprises cotées, à diffuser de l'information auprès des journalistes. C'était pas ton client ? Non, c'était pas mon client. Et je me dis, mais si ça nous arrive, comment on fait ? L'idée d'utiliser de la technologie pour protéger ces marques et le contenu, et puis aussi les journalistes, parce que dans cette histoire, il y a plein de victimes. L'entreprise, le média qui a repris et qui a d'ailleurs été condamné à une amende, et puis aussi tous les gens qui ont tradé et perdu de l'argent. Oui, les victimes sont nombreuses. Voilà, donc elles sont nombreuses et en même temps, il n'y a personne. C'est une masse. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et de ce point de départ, de cette première crise française identifiée, je commence à regarder. Je m'aperçois que c'est fréquent. Il y avait l'histoire de Martin Bouygues, en l'occurrence. Alors là, il n'y avait peut-être pas de délit financier derrière. Je me souviens pas vraiment de l'histoire, mais qui avait été reprise par je ne sais plus quel média, ou l'AFP même, en l'occurrence. Alors que le mec n'était pas mort, quoi. On n'a pas préparé, mais tu me fais mes transitions. Un de nos premiers gros clients du CAC 40, ça a été le groupe Bouygues et toutes ses filiales, notamment TF1, qui est un groupe de médias, donc qui est
émetteur et récepteur. Donc, Ouais. voilà, ça, c'était important. Mais oui, il y a eu en France cette histoire-là. Alors, c'était effectivement pas une manipulation financière, mais plutôt lié à une erreur. Hein. C'était un homonyme mort pendant le week-end. Voilà. On va dire c'est plus un accident éditorial qu'autre chose. Mais surtout, non, il y a eu plein de cas. En fait, il y a des je sais pas comment on dit en français, en anglais, on dit des blagues du 1er avril où je sais pas qui annonçait que telle société dans la pharmacie allait vendre ses médicaments hyper onéreux à 1 euro pour voilà. Et du coup, la boîte est obligée de réagir et c'est pas très agréable de devoir dire en fait non, on va pas baisser nos prix quand. Ouais, c'est une mauvaise com, c'est une mauvaise pub pour le coup, alors qu'ils n'ont rien demandé, que c'était juste une blague à la base. En gros, je m'aperçois et je vais m'arrêter après, mais je m'aperçois qu'il y a plein de cas dont on parle pas beaucoup. Il y en a certains qui ont fait du bruit, d'autres pas, mais que c'est fréquent. À l'époque, il y avait pas encore l'IA, mais c'était déjà fréquent. Et je me dis, bon, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est un problème technologique. On doit pouvoir fabriquer une solution technologique pour aider les journalistes à vérifier que ça vient bien de quelque part, qui doit être de confiance. Et donc, c'est cette crise de cette peur, mais aussi de cette envie d'essayer d'adresser, d'utiliser la technologie à bon escient qui est venu le projet. Et aujourd'hui, évidemment, on répond à des enjeux comme celle que tu viens de citer pour Martin Bouygues, mais en fait, toute société qui est cotée et qui vit de sa réputation et dont le prix est aussi fixé par sa réputation, a besoin de se protéger contre ce genre d'attaque. Donc de fake news quelque part, hein. Là en l'occurrence c'en était une, donc on en parle beaucoup de fake news depuis quelques années, de cette défiance envers les médias et justement qui peuvent faire parfois des erreurs. Comment tu analyses cette crise de confiance? Est-ce qu'elle est si nouvelle pour toi? Est-ce que ça a toujours été? Ouais, déjà il y a énormément d'analyses assez pointues et souvent un peu verticalisées. Mais globalement, si on prend un tout petit peu de recul, c'est pas nouveau. Ça a été beaucoup dans le monde de la propagande et de la politique ou du lobbying quand tu étais pour le monde des entreprises. Donc ça existait. On va dire que ça a resté plutôt, je ne veux pas cloisonner, mais assez contraint. Les réseaux sociaux, la profusion d'informations liées au web, la capacité ça a juste énormément augmenté. Ouais, de manière exponentielle. Voilà. Tout le monde peut aujourd'hui... Donc cette crise, si tu veux, je pense ça a toujours... Les méthodes derrière les fake news ont toujours été là. C'est juste la capacité à les déployer, à les utiliser aussi dans des cas un peu différents. On a parlé là d'attaques financières, mais il y a aussi beaucoup d'activisme, hack de hacking. Ouais, et ça, c'est aussi une autre stratégie, c'est prendre à partie une entreprise en faisant un faux communiqué de presse pour dire... demain, on va faire ça. Et puis, en fait, l'entreprise est obligée de dire, non, on ne va pas faire ça, c'est pas ce qu'on a décidé, c'est pas nous. Et du coup, ils se retrouvent à traiter un sujet. En fait, on impose un agenda médiatique c'est ça. Que l'entreprise n'a pas souhaité, parfois que les journalistes n'ont pas souhaité, mais comme l'information a l'air significative, ils la traitent. Et donc, c'est de la manipulation et ça a beaucoup explosé. Je pense que l'infobésité y est pour énormément. Et il y a un autre facteur aussi, c'est les algorithmes. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'études qui ont été menées. Les algorithmes renforcent nos centres d'intérêt. Tu commences à regarder, pendant le Covid, tu regardais quelque chose sur les vaccins, et en 5 swipe, t'arrivais sur des fake news. Ouais. Et donc, en fait, les algos aussi font que si tu te nourrissais dans ton journal papier tous les jours et que t'écoutais un peu la radio, c'était plus compliqué de venir te glisser des... Oui, c'était une ligne éditoriale, c'était quelque part, c'était pour tout le monde pareil, etc. Donc Martin Bouygues restait mort pendant un week-end parce que voilà, mais ça restait contrôlable. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que ça devient très compliqué. Et plus la jeune génération aussi se nourrit différemment de nouveautés, d'innovations, plus c'est facile d'essayer de s'insérer au milieu de ça, les côtés institutions, les institutions dans lesquelles on peut avoir confiance, sont moins nombreuses, elles occupent moins de place. Ouais. Et en plus, on en doute plus. Je lisais un chiffre, je crois que c'est 65% des Français qui remettent en cause la fiabilité des médias. C'est énorme. C'est énorme, c'est flippant dit comme ça. Mais c'est vrai que c'est le cas. C'est ce que montre le Reuters Institute notamment, etc. Cette confiance qui s'érode. Et ça, particulièrement. Cette crise-là, elle n'est pas que liée aux médias, elle est liée à énormément de facteurs de société, énormément de facteurs de société aussi. On ne peut pas juste pointer du doigt les algos ou le travail de sape des trolls russes. Ouais, voilà, de gouvernement, etc. Est-ce que tu penses justement que cette confiance, ça peut devenir une valeur d'échange comme peut l'être l'audience, le reach, etc. Tu vois, qu'on peut vraiment... qui ont de la valeur. Comment est-ce que voilà, tu peux un peu conceptualiser cette confiance? Alors moi, ça, j'en suis certain. Je pense que... il va y avoir... il y a déjà, en fait, si tu veux. Aujourd'hui, on a
Quand tu as commencé, et moi aussi, le web, il était gratuit. Les médias aussi, ils ne trouvaient pas leur business model. Ouais. Puis, ils ont mis des paywalls, on s'est mis à payer, nos habitudes ont changé. Et aujourd'hui, un média en ligne avec un certain nombre d'abonnés est beaucoup plus rentable qu'un média print. Ouais. Donc ça, c'est très positif. Et du coup, d'une certaine manière, le fait que toi ou moi, on paye plusieurs abonnements de médias, alors ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on est suffisamment nombreux à les financer. Et malgré tout, de plus en plus, même si on atteint parfois des plafonds, etc. Mais... Donc ça, pour moi, ça démontre déjà qu'on est capable d'attacher une valeur à une information fiable, qu'on a envie de rester dans un environnement, alors avec une certaine ligne éditoriale, voilà. Mais ça, c'est pas perdu. On a eu un moment de creux avec l'arrivée du web, on va en avoir un autre avec l'IA. Mais je suis sûr que ça sera une valeur. Et d'une certaine manière, tu me parlais du reach et de l'influence. Je pense qu'on vit la même chose aussi dans l'influence. Alors, c'est pas mon métier, donc je ne vais pas m'aventurer trop, mais les premiers influenceurs n'étaient pas monétisés. Donc, ils étaient hyper intéressants. Ils disaient ce qu'ils pensaient, ils racontaient ce qu'ils achetaient. Bon, voilà. À partir du moment où on s'est mis à les monétiser beaucoup, tu pouvais plus savoir si c'était du sponsoring, une vraie conviction de... Et la ligne s'est mise à être floutée. Ouais. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une transformation de ce type-là, la ligne se floute. Mais après, d'une certaine manière... maintenant, tu dois dire si c'est un paid post. Les gens ont été éduqués. Très important, l'éducation sur ces sujets. Et donc, je suis assez convaincu que oui, on va retrouver, après une nouvelle phase un peu difficile, on va retrouver de la valeur, on va se recréer des nouvelles habitudes, mais tu ne changes pas un écosystème et une société en 4 minutes. Donc, beaucoup de bazar. Ouais, et ça, beaucoup de casse au passage, etc. Des gens qui ont... De défiance. De défiance, exactement. Et comment, justement, ces médias, mais aussi, donc là, on parle d'institutions ou d'entreprises, elles peuvent prouver qu'elles sont une source fiable. Tu vois, il y a beaucoup d'initiatives. Alors, par exemple, dans les médias, on dit, ouais, il faut faire par exemple, c'est un exemple, mais du fast cam, il faut expliquer behind the scene, comment ça se passe, les conférences de rédaction, c'est des choses, mais comment est-ce qu'on peut prouver qu'on est une source fiable de manière simple? Alors, simple, il faudrait des badges. Enfin, c'est le truc verified. Alors, ça ne marche plus pour Twitter, mais encore pour LinkedIn. C'est le contre-exemple, mais pour plein de raisons. Mais dans cette idée, je pense que ça, c'est très bien. Une autorité tierce. On a un de nos clients, c'est Bureau Veritas, qu'utilise aussi Wistrust Protect parce qu'ils sont sur prouver que les process métiers sont fiables. C'est les fameux ISO. Ouais. ISO 27001, ISO. Voilà. Donc, eux, ils vérifient les méthodologies de travail des entreprises pour te garantir que ta nourriture est saine, que la chaîne du froid est respectée. Enfin, ils ont des normes ISO. Des critères. Il y en a de partout. D'une certaine manière, ça, c'est très important, à mon avis. Mais c'est toute une chaîne, en fait. Donc, si on met un label, c'est très bien, mais il faut croire le label, il faut qu'il soit utilisé. Enfin, à nouveau... Il faut qu'il soit adopté par tout le monde, etc. Tu vois, je rebondis sur cet épisode que j'ai eu avec Benjamin dans le GTI, c'est ça, c'est avoir donné un label, c'est une norme ISO pour les médias. Est-ce que c'est une bonne initiative? Est-ce que tu y crois, toi, quelque part? Est-ce qu'il pourrait y avoir ça dans les institutions aussi, ou les entreprises? Et on pourra revenir sur comment prouver, parce que c'est un point important, juste après, mais tout ce qui vient améliorer les méthodologies de travail qui permettent d'avoir confiance, c'est utile. Évidemment, l'adoption va être essentielle. Donc, si tu en fais une qu'elle est géniale, mais que personne ne l'adopte, ça ne sert à rien. C'est vraiment, oui, ça va être l'adoption qui fait, c'est pas la qualité de la certification. On reviendra un peu à Wistrust Protect, mais on est fort dans certains secteurs d'activité qui sont les entreprises cotées, la finance, etc. Du coup, les journalistes nous connaissent, du coup, ça marche. Si demain, je m'aventurais dans certifier, j'en sais rien, la provenance de bonbons, j'aurais aucune crédibilité. Le consommateur ne sait pas qui je suis. Donc voilà, donc j'ai besoin de construire un double écosystème, des émetteurs et des récepteurs qui sont capables de se mettre d'accord sur le fait que ce protocole entre nous deux, il est important. Mais comment on prouve qu'on est une source fiable? Par la régularité, par le fait de, quand on fait une erreur, la reconnaître, corriger, par une forme de transparence. C'est énormément en fait de choses qui se bâtissent dans le temps, comme la réputation, la confiance. Et tu peux l'avoir avec ton fils, avec qui tu veux, tes amis. À un moment, si on te trahit une fois, mais qu'on s'excuse et qu'on t'explique pourquoi et qu'on passe dessus, ça va. Ouais. Si c'est 4 fois répété, là, c'est compliqué de remonter la pente. Twice, shame on you. Voilà, exactement. Shame on me, pardon. Il n'y a pas de magie là-dessus, le temps, la répétition, et après des outils comme tu parlais, des protocoles, des process, des méthodes, des outils techniques. Tout ça, ça vient bâtir cette confiance qu'on perd plus vite qu'on ne la gagne. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un peu quand même de la certification un petit peu des contenus, comment ça marche un peu techniquement, enfin peut-être un volet un peu technique, mais ça m'intéresse. Je leur dis, le GTI, c'est pas pour parler en permanence de GTI, mais je trouvais l'initiative vraiment bien sur le papier, mais eux, c'est plus une certification des médias, la manière dont un média travaille, etc., mais absolument pas les contenus. Donc après, les contenus peuvent être diffusés partout, tu sors un peu du cadre du site, etc. Comment techniquement on peut certifier un contenu? Alors, la certification, c'est avoir un système qui permet de vérifier quelque chose. Et on peut vérifier pas mal de choses. Nous, ce qu'on fait, c'est pas la véracité du contenu qui est envoyé. On authentifie la source. On dit à un journaliste... Oui, c'est pas du fact-checking, pardon. Exactement, mais c'est important parce que on a besoin de ces éléments-là, mais nous, là où on va intervenir et là où on va utiliser la blockchain et la technologie, c'est pour dire ce contenu provient bien de la personne qui prétend te l'envoyer ou qui te l'a envoyé. Et donc, le but, c'était de résoudre cette histoire de Vinci. Je reçois mon communiqué de presse. S'il est certifié avec WithTrust Protect, je vais pouvoir vérifier qu'il vient bien de Vinci ou de Tesla ou de peu importe qui est l'utilisateur. Et donc, comment on fait ça? Notre client, il prend son contenu, son PDF, sa vidéo, sa photo, il la met dans notre outil et on prend les métadonnées du fichier, on les hash, alors, un tout petit peu de technique, en gros, on les encrypte, on les dépose dans une blockchain et la personne qui reçoit, dedans, il reçoit un fichier qui a des métadatas. Et ben, il va comparer l'empreinte digitale de ce qu'il a reçu avec l'empreinte digitale que nous avons certifiée. Si ça match, on va dire, bah oui, c'est bien François, c'est bien son pouce. Donc tu peux y aller, tu peux lui faire confiance. Et du coup, c'est techniquement ce qu'on fait. Si dans le contenu, il y a une erreur, pas fait de fact-checking. Oui. Donc ça, si le journaliste reprend l'erreur va se répéter. Ouais. Donc on voit bien que c'est multi-layer et on a besoin de l'ensemble des couches pour ne pas créer de doute, parce que tu peux avoir un doute sur la provenance, tu peux avoir un doute sur la véracité, tu peux avoir un doute sur même l'angle. C'est traité avec un certain regard. Ce regard peut déformer ou zoomer sur un élément de réalité, de ne pas donner tout le contexte. On a besoin d'être confiant sur ces choses-là. Et en fait, au quotidien, on lit, on ne réfléchit pas. Quand on lit un papier, on ne se pose pas toutes ces questions. Ouais. Pourquoi ? Parce que si on a bien fait son boulot, le média chez qui je vais lire, j'ai suffisamment confiance en lui et je lui fais confiance. Il a bâti dans le temps cette confiance avec moi et je vais accepter ce qu'il me dit, même si je peux ne pas être d'accord. Ça, c'est encore le dernier. C'est le dernier échelon. Comment ça se présente d'un point de vue expérience utilisateur ? Donc vous, c'est quand même un outil B2B, communiqué de presse, etc. Donc je ne sais pas, peut-être en un mot, c'est quoi l'expérience ? Parce que tu dis c'est le pouce, mais les gens font le travail, ils ont quoi ? Ils doivent aller chercher des métadatas ou c'est un outil très simple ? En fait, c'est un drag and drop. D'accord. Je vais utiliser, ça s'appelle plus comme ça, mais c'est You Send It. Ouais. Tu drag and drop mon client. L'Oréal prend son fichier, le drag and drop dans notre outil. L'outil fait tout le travail. Parce que le robot, pas besoin de t'embêter, Kevin. Fait tout le travail, il encode, il pose dans la blockchain. Le journaliste reçoit le document, il a un doute. Tiens, c'est bizarre, ça arrive pendant que la bourse est ouverte. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille de pas mal de monde sur l'affaire Vinci. On manipule un cours de bourse quand le marché est ouvert, pas quand il est fermé. Donc, faites plus attention à ces moments-là. Mais tu prends ton fichier, tu le drag and drop, et nous, pareil, on fait le travail, on cherche, on match le truc et on te répond « Oui, c'est bon ». Donc, il y a une interface pour le journaliste. Oui, qui est accessible en ligne sur protect.withtrust.com. Et donc là, si on sort un peu de WithTrust et qu'on essaye de se projeter dans un média, demain, je vois un contenu en ligne sur une plateforme. Comment je pourrais avoir l'assurance que ce soit... Alors, nos clients le marquent. Ils te le disent, en fait. D'abord, quand ils adoptent la technologie, pour eux, c'est important. On y reviendra peut-être, mais c'est un enjeu de fiabilité du monde dans lequel ils évoluent. Ils ont envie d'évoluer dans un monde de confiance et ils ont envie que les journalistes leur fassent confiance. Donc, adopter notre technologie, WithTrust, c'est pouvoir dire à tes partenaires, regardez, je vais vous donner un système de contrôle et je vais à partir d'aujourd'hui faire cette petite étape en plus, ce drag and drop, pour vous autoriser à vérifier que si vous avez un doute, pour que vous permettre de, si vous avez un doute, vérifier de manière simple, sans avoir à m'appeler, que ça vient bien de chez moi. Et donc, du coup, c'est un outil qui va nous aider à travailler tous les deux en bonne confiance. Donc, le cœur, c'est ça. Et évidemment, comme je le disais, un journaliste sportif n'a aucune raison d'utiliser WithTrust parce que j'ai pas de
d'utilisateurs. Le PSG n'utilise pas, d'ailleurs, si le PSG veut signer, c'est avec plaisir, mais le PSG n'utilise pas, même si je sais qu'ici, c'est d'autres équipes de foot qu'on peut soutenir parfois, mais voilà. Et par contre, du coup, dans les environnements où on a beaucoup de clients, les journalistes nous connaissent très bien et on ne remplace pas la petite lumière rouge du journaliste qui « j'ai un doute ». Si cette lumière ne s'allume pas, il ne va pas vérifier, mais si cette lumière s'allume, là, il a une possibilité simple, facile et autonome de faire cette vérification. Et on pourrait imaginer justement, je reviens sur l'idée du badge, que ce soit, même s'il n'y a pas cette lumière, qu'on ait un système de badge un peu partout, cross-platform, que tout le monde adopterait, qui permettrait de se dire à un instant T, on m'a envoyé un contenu, au-delà de la véracité du fait, encore une fois, mais que c'est vraiment un vrai contenu. Tu vois, on me partage un article. Est-ce que c'est un vrai article d'une source fiable ? Alors, tu parlais du GTI. On vient de rejoindre, nous, et c'est un exclu Mediarama. On vient de rejoindre une initiative cross-secteur qui regroupe des entreprises de technologie, des médias et des associations qui s'appelle C2PA, dont le but est de prouver, de créer un framework pour essayer de fournir des outils pour prouver l'authenticité des contenus. Dans cette plateforme, il y a Adobe, il y a Leica, il y a Microsoft, il y a nous. Et on travaille tous sur des choses différentes. Évidemment, certains vont travailler sur l'image, d'autres sur la vidéo. Voilà. Le but, est-ce que ça fait un badge ? Non, pas encore. Mais je pense que ces énergies, elles ont pour but de donner un framework technologique qui permettrait demain de pouvoir avoir des badges. Ouais. De pouvoir, que tu le vois ou pas d'ailleurs, que ça soit on parlera peut-être d'IA, mais que ce soit ton IA qui soit capable d'aller vérifier que c'est bien une source fiable et que c'est original, ou que ce soit toi qui as un petit badge bleu, peu importe, l'important c'est de monter le niveau de confiance et de monter le niveau de sécurité. Et donc cette association-là, c'est donc association internationale, tout le monde peut joindre. Je veux dire, je suis un média, demain, ça peut être intéressant d'y être. Ou est-ce qu'il faut être un fournisseur de techno ? Non, pas du tout. Le but, c'est de l'adoption. Enfin, on en a parlé tout au début. C'est une technologie pas adoptée, ça sert à rien. Ouais. Donc, il nous faut de l'adoption. Il nous faut de l'adoption dans les médias. Il nous faut de l'adoption dans les sociétés qui l'utilisent. Il y a des entreprises qui produisent d'appareils photo. Donc, c'est toute la chaîne de production médiatique, de la captation jusqu'à la diffusion, qui doit intégrer cette solution. Donc là, je vois je suis sur leur site, donc c2pa.org. Il y a Google, il y a Meta, il y a Microsoft. Donc, il y a quand même des grosses plateformes. Il y a des choses concrètes qui en sortent, qu'on ne voit pas forcément, nous, effectivement, en tant que end-user. Tu l'as dit, il n'y a pas forcément de badge, mais il y a des choses concrètes qui vont dans le bon sens sur la certification des contenus. On va se intéresser vraiment surtout à ça. Oui, sur la photo, sur la photo, ça permet vraiment aujourd'hui de démontrer qu'une photo a été prise à tel endroit, à telle date, à telle heure. Donc, c'était des métadatas, mais on va venir rajouter une couche de sécurité par-dessus qui permet de, toi, bien vérifier que cette photo n'a pas été altérée. Ou générée par IA. Alors, mais ça, évidemment... Mais alors après, altéré, il y a altéré, c'est intéressant. T'as raison, et on pourrait générer par IA et quand même la faire certifier. Mais par contre, il va falloir dire c'est moi. Oui. C'est moi, et est-ce que j'ai respecté une manière de travailler ? Donc, c'est le scénario cata. Si un média réputé se met à remplacer et à mettre des photos générées par IA et les certifie, c'est leur réputation qui est en jeu. Ouais. Donc pareil, ça enlèvera... il restera un travail, mais ça... Donc ça va dans le bon sens, c'est concret. Aujourd'hui, c'est des initiatives qui sont au début de leur parcours. Ça sera intéressant, pour moi, si tu ne la vois pas, mais que ça a un impact sur ta consommation médiatique et que ça vient renforcer la fiabilité, la confiance. Voilà. Mais on n'y est pas encore. Et d'ailleurs, c'est assez récent. On les a rejoints, nous, juste là. Et j'espère qu'il y aura d'autres providers de technologie qui feront le même mouvement. Et surtout de voir que les plateformes y sont. Après, elles ont aussi un enjeu, évidemment, de certifier les contenus. Il y en a certains qui l'ont rejoint avant les changements récents. D'accord. Donc, les changements récents de... pour les noms que tu citais, des grands groupes américains, est-ce qu'ils vont se tenir à cette initiative et continuer à investir dedans ? Ça reste une question. Ouais. L'avantage, c'est que c'est pas juste eux. Donc, si ça continue à vivre avec tout le reste de l'écosystème... Oui, c'est l'effet boule de neige, quoi. Si tous les autres y sont, à un moment donné, que ça devient une norme et que si exactement. tu... Voilà, c'est la force de la norme. Ouais, c'est exactement ça. Mais tu as raison, pour moi, c'est vraiment l'adoption qui fait... petite question un peu en miroir, si sur les limites un peu d'une certification d'information, si c'est technique, etc., est-ce que ça peut pas être détourné ou créer une vérité officielle, tu vois, par rapport à des créateurs de contenu qui n'auraient pas accès, etc. Est-ce qu'il y a des risques ou des limites à certifier l'information ? Je ne pense pas. Il y en aurait un si les coûts
d'accès devenait exorbitant et laissait une partie des gens de côté, mais des technologies qui restent abordables. Et puis, c'est des coups de confiance que vont porter certains acteurs. Pour donner un exemple concret, et d'ailleurs, on le savait, hein, j'ai travaillé dans un média, il n'y a pas de budget, ou peu, pour aller investir dans des technologies en amont dont elles ne sont pas certaines qu'elles aboutissent et qui n'ont pas d'autre intérêt que de créer de la confiance. Par contre, mes clients, les grandes entreprises, elles ont besoin de ça, elles ont besoin des médias. Et donc, elles sont prêtes à faire cet investissement. Et j'ai envie de dire, j'exagère un peu, mais c'est presque un geste citoyen. Elles financent un système qui améliore l'ensemble. Donc, il faut un payeur. Si c'est Meta, c'est mieux que si c'est toi en tant que consommateur. C'est les fameux tests de « vous voulez pas de pub, c'est $10 ». Ça marche pas hyper bien. Mais si tu trouves un modèle économique qui fonctionne, qui soit financé par des grandes plateformes ou dans notre cas, financé par les entreprises pour offrir l'outil gratuitement aux journalistes, ça marche. Donc il y a aussi, tu as raison, peut-être un enjeu de modèle économique, mais c'est un intérêt collectif, donc je vois pas comment ça pourrait être vraiment détourné pour laisser des gens de côté. Ça ne marche à nouveau qu'avec une collectivité. Donc mettre des gens de côté, c'est pas l'intérêt de la norme. Ok. Et je rebondis dessus. Est-ce qu'il y a les institutions en France, par exemple, s'intéressent à la certification de contenu dans ces initiatives? Je ne sais pas, j'imagine que c'est un secteur que tu regardes de près. Il y a au niveau des institutions officielles des initiatives? Alors, le MEDEF fait une conférence dans quelques jours sur le sujet. Il y a des prises de parole et nous, on essaye de convaincre les acteurs publics d'adopter notre technologie parce qu'il y a eu des attaques, des faux sites du ministère des Affaires étrangères où il y avait un faux site qui avait été créé avec des faux communiqués de presse qui annonçaient des trucs sur l'Ukraine et la Russie qui étaient... Grave plutôt en termes d'impact et de conséquences. Donc nous, là, en ce moment, moi, je suis dans une démarche qui n'était pas la mienne, mais maintenant, je vais voir les institutions publiques parce que je pense qu'elles font partie de l'écosystème et c'est bien. On a un premier client là, qui a adopté ça, qui est Business France. Donc, il porte la marque France et c'est une institution qui va nous aider, mais c'est pas un effort majeur, mais si tu demandes à beaucoup de journalistes, ils te diront que la liberté de la presse et tout ce qui va favoriser l'écosystème médiatique est plus financé par le privé que par des initiatives publiques qui veulent le bien de la démocratie. Ouais, c'est clair. Je ne peux pas dire autre chose que je pense que ces journalistes sont assez justes sur l'analyse qu'ils font. Mais il faut saluer toute initiative du gouvernement. Non, mais bien sûr, et pousser et continuer de discuter et de voir ce qu'on peut faire. Parce qu'effectivement, après, ça pourrait devenir quelque chose qui a aussi un intérêt pour le public. Si on parlait sur le modèle économique, ça peut être devenu des normes obligatoires, etc. Je pense que les incursions... les Russes, il n'y a pas que les Russes, hein, mais... Je pense que oui, ça a été majoritairement aimé. Je pense que les attaques qu'on a eues ont quand même fait prendre conscience à la classe politique qu'il y avait un enjeu sociétal et un enjeu sur la démocratie et qu'en fait, ils ne pouvaient pas non plus se laver les mains du problème et laisser ça aux institutions privées. Ça touche à un bien... La démocratie est un bien collectif. Il faut quand même tous qu'on s'y mette pour essayer de la préserver et ce n'est pas facile vu l'actualité ambiante. C'est le moins qu'on puisse dire. Et tu penses justement que les médias traditionnels peuvent regagner du terrain en matière de confiance alors je provoque en disant est-ce que la bataille est perdue devant la profusion des contenus, l'éclatement un peu de où tu consommes, etc. Est-ce que non, tu penses que c'est... J'aurais une réponse un peu modérée par rapport à ça, mais tu sais, on parlait de ce baromètre Lacroix Kantar, je crois, tu me citais celui de Reuters Institute. En fait, quand tu creuses un tout petit peu, donc il y a une défiance générale, mais, et c'est peut-être la lueur d'espoir au bout du tunnel, mais les gens qui ont répondu à ces sondages disent aussi qu'ils ont plus confiance dans les médias qui suivent régulièrement. Donc, en fait, il y a une défiance générale, mais si on arrive à bâtir cette fameuse relation, en fait, à un moment, on va leur faire confiance. Donc, je pense qu'on revient aussi au sujet. Dans un monde idéal, mais ça, on ne le fera pas, c'est la dictature. Mais il faudrait dire, vous choisissez 3 médias, vous y collez, et comme ça... Vous y tenez, vous vous abonnez, et c'est cela. Et bon, ça ne marche pas comme ça, mais je pense que c'est faisable. Je pense qu'il y a aussi les journalistes font un travail remarquable et sont engagés, voient le bien commun qu'ils créent par le partage d'informations, par le fait de faire bouger la société. Donc, je pense que il y a des voix assez préoccupées par l'IA.
L'année dernière, j'étais très préoccupé par l'IA puisque c'était une boîte noire et il n'y avait pas de source. Alors là, je me suis dit, c'est fini. Bon, et depuis un an, tu prends tous les outils d'IA, les principaux, gros, ils se sont mis à mettre des sources, à démontrer. Donc déjà, rien que ça... Et des partenariats qui signent. Le Monde annonçait ce matin un partenariat avec Perplexity, etc. pour justement être mieux cité avec des liens vers les articles, en espérant que les jeunes qui les utilisent de plus en plus comme presque des systèmes d'exploitation puissent être un peu exposés à la marque et comprennent d'où viennent les contenus, quoi. Et gardent cette référence. Garde cette référence. Donc, ça, moi, ça me rend optimiste. Il y a un an, tu m'aurais posé la même question. Je te dirais, non, l'IA, c'est foutu, ça va être la Bérésina. Là, je vois ce qui se passe, je vois les changements, je vois les deals économiques, parce qu'en fait, Perplexity probablement paye le monde. Le procès du New York Times. On réorganise, donc réorganiser, c'est fatigant. Les médias n'ont pas des ressources infinies, donc c'est des gros efforts. Il faut faire des paris, c'est compliqué, mais on réorganise le modèle économique, la répartition de valeur. C'est juste que les pauvres, ils ont eu le web, ils ont eu le mobile, ils ont l'IA, ils sont pas au repos, ils n'ont pas fait 4 années tranquilles où c'était le même modèle économique qui livrait la valeur de la même manière. Donc, on revient à la première question, où c'est un milieu passionnant parce qu'on crise en permanence avec des nouveaux sujets. Oui, en plus d'être dans le cœur de l'actualité, on est aussi dans une transformation hyper structurante. Donc je suis plutôt optimiste, mais ça demande une énergie. Des rédac chefs, des journalistes, des propriétaires aussi. Perdre de l'argent, enfin mine de rien, alors ça c'est un peu français, excusez-moi, mais on se plaint beaucoup de la détention du capital des médias par nos capitaines d'industrie, pour pas les appeler autrement, mais en même temps, heureusement qu'ils peuvent perdre de l'argent pendant 3-4 ans à chaque fois que ces crises surviennent. Sinon, il y en a beaucoup plus de casse, beaucoup de titres seraient tapis, évidemment. Et cette résilience, elle est essentielle. Et je vis dans un pays où il y a moins de médias, la diversité médiatique est moins forte, et on voit bien que la sensibilité et le fait de tourner plus vite en rond est plus importante. La diversité médiatique française est aussi riche que la gastronomie française ou le nombre de fromages. Et c'est très bien comme ça. Le pluralisme de la presse, c'est important, c'est clair. Tu crois, on parle beaucoup de technologie, donc à une réconciliation entre technologie et le journalisme, ou est-ce que pour le coup, plus il y a de tech et donc d'IA, plus ça aggrave la défiance? Mais j'ai jamais pas cru. Alors pour le coup, c'est des crises, donc c'est douloureux, donc les gens râlent, c'est pas facile, mais ayant travaillé dans des rédacs autour moi je vois des gens qui se transforment avec des difficultés, mais personne se dit... on a fabriqué des nouveaux formats sur les réseaux sociaux qui sont top. Le média positif, brut, on peut en citer. C'est quand même intéressant. Ça permet de résumer des sujets compliqués à des audiences qui, forcément, tous ne feraient pas l'effort. Et c'est des formats plus accessibles, c'est top. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit contre. J'ai l'impression... On n'aime pas le changement parce que c'est fatigant. Et ça, je le respecte. Voilà, c'est les habitudes. Exactement. Mais en vrai, tu demandes à quelqu'un qui n'a pas connu l'étape d'avant, il ne te dit pas c'est nul et les journalistes n'ont pas l'air de s'intéresser à moi. Il te dit j'ai des médias de mon âge qui me parlent de la... Et pour eux, c'est naturel. Et c'est comme c'était pour mon grand-père d'aller au kiosque acheter son journal. Et moi, de lire sur mon app dans mon canapé sans aller au kiosque. Donc la techno peut aider, quoi. La techno est là, je pense qu'elle est adoptée, je pense qu'elle peut aider, et je pense que par contre, si derrière l'IA, il y aura encore autre chose. Et ça, on verra, on n'a évidemment pas fini d'en parler. Si on se projette un peu dans 5-10 ans, tu penses que chaque contenu en ligne aura sa carte d'identité infalsifiable, et on aura craqué quelque part je pense qu'on va essayer instantanément, où on pourra vérifier ça? C'est des bouts de code. Donc je pense qu'on leur attachera une petite étiquette en temps réel, et qui seront manipulés par des robots. C'est assez probable. On en a besoin, donc on va le développer. Vous y participez un peu à Wistrust quelque part, en faisant avancer un petit peu je ne ferais pas tout ça si j'avais pas une toute petite conviction qu'on va dans le bon sens. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a un média, une initiative ou une personne dans l'écosystème que tu suis de près
Du coup, et qui incarne bien justement un peu pour moi, confiance qu'on cherche tous. Ces deux PA qu'on a cités tout à l'heure, dont on a déjà un peu parlé, je pense que c'est l'initiative qui me plaît le plus. C'est pour ça que je suis ravi qu'on ait décidé de la rejoindre. C'est gratuit, pardon? Non, il y a un abonnement parce qu'il faut financer l'association, ouais, mais voilà, qui n'est pas déraisonnable. Qui est pas déraisonnable. Un tout petit peu plus si tu veux ton logo en énorme sur le site, mais c'est normal aussi. C'est normal, j'imagine. Voilà, mais ouais, donc non, je citerai ça et j'invite. Et comme c'est américain, c'est un peu moins connu, enfin plutôt né là-bas. Donc j'invite tout le monde à essayer de regarder et peut-être la faire avancer un peu plus ici. Ouais, bien sûr, j'imagine c'est pareil. Encore une fois, plus on l'adopte ici, plus on a voix au chapitre. Je sais pas après quelle est l'organisation. Je me pencherai un peu dessus. Peut-être que j'essaierai de... Quand on sera bien abouti, je reviendrai sans souci de raconter les 5 premières années de ces deux PA. Exactement. Comment ça a sauvé les médias français et les médias internationaux. Et si tu avais une baguette magique là, justement, pour rétablir la confiance dans l'info, est-ce que ce serait ce dont on vient de parler, cette espèce de petit bout de code qui ferait... Alors ça, c'est un bon truc et surtout, moi, je crois beaucoup à la transformation de l'assistant personnel sur... je crois beaucoup à l'IA comme assistant personnel d'information. Un agent qui t'aide. Voilà, et donc si je pouvais avoir une petite baguette magique, j'essaierais de l'utiliser pour taper sur un petit coin du cerveau de Sam Altman, de tous nos grands gourous de l'IA et de leur dire, écoutez, si vous pouviez juste dépenser un tout petit bout d'énergie pour vous mettre maintenant sur Surgé, pour préserver la confiance, préserver la démocratie, ça ne serait pas un mauvais investissement. Que vous soyez privé ou associé, enfin peu importe le modèle qu'est le vôtre, mais oui, ma baguette magique, comme je ne suis pas eux et que je ne peux pas transformer le monde avec mes petites mains, ça serait plutôt de les influencer eux pour qu'ils l'emmènent plutôt dans la direction qui me plaît. Planter la graine, il faudrait être dans Inception et aller leur mettre cette petite idée. Je ne suis pas sûr que ce soit des sujets qui les intéressent tant que ça. Peut-être qu'ils en parlent, mais je pense que dans le déploiement... Je sais pas, et c'est pour ça que pouvoir forcer un tout petit bout de leurs neurones à s'intéresser au sujet et à se préoccuper de ça, ça serait bien. Mais peut-être qu'il y en a un qui nous écoute. Peut-être, on a une star française de l'IA, s'ils sont là, Mistral, si vous voulez. Qui fait du bruit, qui vient de sortir des nouvelles offres, moins chères, etc. C'est quand même chouette quelque part. Alors après, je ne sais pas si on peut encore dire que c'est 100% français quand tu regardes un peu les... Non, mais il lit et écoute le français. Ouais. Peut-être qu'il nous écoute. Ou peut-être que son IA personnel va lui résumer comme on l'a cité. Exactement. Comme on l'a cité, il va avoir une alerte demain et il va nous écouter le petit bout de chapitre et il va dire, tiens, c'est pas si inintéressant ce qu'ils racontent les deux. Ce serait pas mal. On arrive à la conclusion, Raphaël, de cet épisode. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux éditeurs, alors les médias ou des communicants en l'occurrence, qui écoutent aussi Mediarama? Par quoi commencer pour construire un lien de confiance? Par quoi déjà, tu commences? Il faut qu'ils continuent à faire ce qu'ils font bien et il faut qu'ils continuent à renforcer ce qu'ils font bien. C'est pas parce que ça secoue beaucoup qu'il faut perdre le cap. Et ça, je le vois, tu vois, tu parlais de ma confiance, je le vois. Les gens sont préoccupés, mais ils ne sont pas déstabilisés. Et donc, investissez un peu dans la tech. C'est un problème technologique qui doit être en partie résolu par la technologie. L'éducation compte, mais si on est inondé de fake news toute la journée, l'éducation ne suffira pas. C'est par la tech. Je pense c'est le jeu du chat et la souris. Si le problème est technologique, il faut le résoudre par la techno. Si le problème n'était qu'éducationnel, on pourrait y arriver par l'éducation, mais je pense pas que ça soit possible. Non, je partage cet avis. Et il faut investir dans la tech, évidemment. Après, tout le problème des moyens, etc., dans les médias, mais c'est pas le serpent qui se mord la queue, c'est juste, c'est challengeant. Si t'as une baguette magique, c'est à ton tour de donner les moyens pour qu'ils puissent investir dans la tech comme ils le devraient. Ce serait pas mal. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Sur LinkedIn, j'ai quitté X il y a un moment et pour ma boîte aussi, justement, quand on s'est mis à pouvoir acheter des badges bleus, je me suis dit non, là, on peut pas continuer comme ça. Là, il y a un truc à faire. Et puis, oui, non, ça va être principalement ça. LinkedIn. Vous m'envoyez un petit mail. Ça marche bien aussi. Voilà. Je suis ravi de venir dans les rédactions. J'ai pas dit ça, mais on passe un petit peu de temps à expliquer ces hack cases dans les rédactions et c'est du temps... d'éducation. Donc si par contre je sais que tu as une grosse audience journaliste et tout, si ça vous intéresse de nous recevoir pour que je fasse du bénévolat pédagogique, ça je suis ravi de le faire. Oui, c'est pas du tout pour parler de WeStrust, c'est plus vraiment... On vient raconter comment les journalistes se sont fait attraper dans des fake news et à quoi il faut faire attention, et c'est vraiment de la pédagogie et d'une certaine manière c'est aussi ce que financent mes clients. Ils financent la techno, ils financent mon temps et je le fais, on l'a fait dans beaucoup de rédactions et en plus pour moi c'est hyper agréable parce que ça permet de parler avec les journalistes de leur métier et
Tu as bien compris, c'est ce que j'aime faire. Donc, exactement. Voilà. Dernière question qui est le gimmick du podcast. Est-ce que tu as un truc cool à nous recommander ? Oui, je vais vous recommander la dernière série que j'ai vue, qui est complètement décalée, qui m'a fait plaisir, qui m'a sorti de chez moi, qui s'appelle North of North, qui est une série inclusive sur les Inuits. Voilà, un gros voyage loin dans le temps, dans l'espace, qui a été une bouffée d'oxygène, justement dans un monde un peu anxiogène, rempli de fake news, revenir à un petit monde fermé, parce qu'ils sont un peu coupés du monde quand même. Ouais, c'est revenir à un modèle de société qui est hyper intéressant. C'est un peu c'est la vision moderne et intéressante de la puberta. Donc ok, donc North of North sur Netflix. Sur Netflix, ouais. Écoute, merci pour cette recommandation et surtout merci pour ton temps et ta passion, ton enthousiasme qu'on sent bien sur ces sujets de certification. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du travail, mais en tout cas, à votre échelle, vous y contribuez. Et puis, merci d'avoir fait aussi ce pas de côté pour vraiment un peu plus élargir un peu le débat, qu'on prenne un peu tout ça. C'était enrichissant. Donc, merci. Raphaël. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.